Et les cheveux, c'est quand même l'expression d'une hormone unique entre l'homme et la femme, ce sont les œstrogènes. Les œstrogènes permettent à la femme d'être femme, d'avoir sa silhouette de femme, d'avoir les cheveux abondants de la femme. Les causes de la chute de cheveux sont importantes. Tout d'abord, les AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, à votre bonne santé. J'ai le plaisir aujourd'hui de réinviter à la demande générale le professeur Philippe Imbert. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Je dis à la demande générale puisque votre précédente émission a cartonné. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine, interne et dermatologue, ancien chef de service de dermatologie de l'hôpital universitaire de Besançon, au CHU de Besançon, où vous aviez mené une étude il y a une quinzaine d'années sur la perte des cheveux féminins. Oui. Et ça avait donné quoi, cette étude ? Alors, parce qu'à l'époque, vous testiez le minoxidil sur les femmes, oui, si je me souviens bien. Oui, bien sûr. Alors, la perte de cheveux, c'est quelque chose d'important pour les femmes parce que ça les fait souffrir moralement et physiquement. Et donc, on testait une des solutions, mais qui n'est pas la solution, puisqu'il faut toujours s'intéresser à la cause du phénomène. Donc là, on avait considéré que c'était des personnes qui n'avaient pas de cause établie, une forme idiopathique, comme on dit, et donc on essaie un traitement, là, dans le cas d'un médicament. Est-ce que ça fonctionnait ? Parce que ça fonctionne chez les hommes. Est-ce que ça a fonctionné chez les femmes ? Oui, ça fonctionne. Sur la repousse des cheveux, je veux dire. Exactement. Ouais. Donc, minoxidil, mais on en parle beaucoup moins maintenant. Parce c'est fini. C'est fini, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Parce qu'il y a d'autres solutions. Mais à 2,5%, ça fonctionnait. Et ça fonctionnait davantage à 5%. On s'est beaucoup posé de questions. Est-ce qu'on peut prescrire du 5% à la femme ? Et oui, on pouvait le faire. Je ne sais pas comment expliquer qu'aujourd'hui, avec l'état de la recherche, des laboratoires, le business, le milliard que ça représente, il n'y ait pas quelqu'un qui a inventé un produit qui fasse repousser les cheveux. Parce que la pousse des cheveux, c'est complexe. Ça fait intervenir des problèmes locaux déjà. Le derme lui-même et le follicule pilosébacé, si ne serait-ce qu'une maladie comme le scorbut, qui est de plus en plus fréquente parce qu'on a des maladies de l'intestin. Donc la vitamine C n'est plus correctement absorbée. Les fruits ne contiennent plus suffisamment de vitamine C. Donc on va avoir des carences en vitamine C progressives. Eh bien votre derme, il va être un petit peu comme de la gélatine. Il ne va plus être assez solide pour tenir les poils. Donc voilà une cause. Mais il y a plein d'autres causes hormonales, immunologiques, etc. Donc pour ces maladies où il n'y a pas une seule cause, un médicament ne peut pas marcher tout seul. Ouais, ça reste complexe. Mais il y a un business. Bon, il reste les implants, mais... Oui, et puis il y a quand même un business avec la cosmétologie, les compléments alimentaires. On apporte toujours un tout petit peu plus, mais si on fait pousser vos cheveux de 5%, quel est l'intérêt ? Ça ne se verra pas. Il faut vraiment trouver la cause, et je crois que c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Eh oui, je voulais qu'on parle d'autre chose ce matin, mais bon, vous m'avez dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vous ai écouté, on va parler de l'alopécie notamment, et de la perte des cheveux chez les femmes. Et également, Philippe, de l'hirsutisme, puisque c'est le pendant. Si on perd ses cheveux, on a les poils qui poussent. C'est le propre de l'homme. C'est le mécanisme hormonal identique. Une anomalie hormonale va faire pousser des poils, donc chez la femme on appelle ça l'hirsutisme, et ce même mécanisme hormonal va faire tomber leurs cheveux. Donc on va parler aussi des poils. D'ailleurs, vous remarquerez que beaucoup d'hommes qui sont chauves ont beaucoup de poils ailleurs. Exactement. Là où il ne faudrait pas, d'ailleurs. Exactement. Et beaucoup de femmes s'inquiètent en disant « Docteur, j'ai trop de poils sur le visage, vous me donnez un médicament qui marche, on verra qu'il y a des médicaments qui marchent. Est-ce que mes cheveux ne vont pas tomber ?» On leur explique « Non, c'est le contraire, vos cheveux vont pousser. On bloque les poils, mais on fait pousser les cheveux. » Alors, la perte de cheveux, c'est pas forcément de l'alopécie. Non. Alors, il y a le mécanisme de chute de cheveux, c'est les cheveux tombent, et l'alopécie, c'est le constat. Il n'y a plus assez de cheveux sur le cuir chevelu. Mais vous pouvez perdre vos cheveux sans avoir jamais d'alopécie. D'ailleurs, on perd des cheveux tous les jours. Oui, tout à fait. On perd 150 cheveux tous les jours. Alors, là, justement, quand on parle de perte de cheveux chez les femmes, alors que c'est un phénomène qui est quand même majoritairement masculin. Oui, bien sûr. Mais ça concerne des femmes, et ça en concerne beaucoup, et ça reste un phénomène complètement tabou. La perte de cheveux chez les femmes. Oui, parce que c'est extrêmement préoccupant. Le symbole de la féminité, c'est quand même les cheveux. Et les cheveux, c'est quand même l'expression d'une hormone unique entre l'homme et la femme, ce sont les œstrogènes.
je dis souvent, les oestrogènes permettent à la femme d'être femme, d'avoir sa silhouette de femme, d'avoir les cheveux abondants de la femme. Aucun homme ne pourra avoir cette chevelure aussi abondante et chatoyante, etc. Alors, quelles sont les causes de cette perte de cheveux? Quelles sont celles que vous avez identifiées? Alors, les causes de la chute de cheveux sont importantes. Tout d'abord, les plus fréquentes, c'est les causes carentielles. Les femmes vont avoir un déficit en fer, le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'elles ont des règles. Et si ces règles sont trop abondantes, il va y avoir une carence dans l'organisme en fer. Qu'est-ce qu'on appelle des règles abondantes? Ce sont des règles qui dépassent 4 ou 5 jours. Les règles, c'est fait pour être 4 ou 5 jours. Et tous les 28 jours. Donc, si vous avez des règles de 10 jours, eh bien, vous perdez 2 fois plus de fer, vous serez carencé. Si vous avez... Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des ménorrhagies, des règles qui durent très longtemps et très abondantes. Ça, c'est très inquiétant parce que petit à petit, il va y avoir une carence en fer. Et le deuxième phénomène de la carence en fer, c'est la malabsorption. Et le troisième, c'est le manque d'ingestion de fer. Il est vrai que les femmes mangent moins de viande que les hommes. Quelle est l'alimentation qui apporte du fer? Ce ne sont pas les lentilles, ce ne sont pas les épinards, comme on a voulu le faire croire. Mais savez-vous cette histoire aux États-Unis? C'était dû à une erreur de virgule. De virgule. C'est pour ça qu'on disait que Popeye mangeait des épinards, mais c'était une erreur de virgule. Oui, parce qu'on avait déplacé la virgule, on disait il y a 24 unités de fer dans les épinards, alors que partout ailleurs c'était 2,3, 2,5, etc. Erreur de virgule. Et comme les producteurs d'épinards avaient du mal de vendre leurs produits, ils ont sauté sur l'occasion et ils ont inventé Popeye. Mais il faut savoir que les végétaux qui contiennent du fer ne sont pas utiles à notre organisme puisque ce fer ne rentre pas dans le corps de l'être humain. C'est-à-dire qu'on ne le métabolise pas? Il ne passe pas la barrière entre l'intérieur de l'intestin et l'extérieur de l'intestin. C'est-à-dire que les lentilles, parce qu'on évoque souvent, oui, riche en fer, le foie. Alors le foie, vous parlez de foie d'animaux? De foie d'animal. Ah oui, ouais. oui. Donc les viandes et les abats contiennent du fer et celui-ci va être absorbé. Et comme les femmes mangent moins de viande, a priori, ou d'abats que les hommes, donc elles ont une deuxième raison d'être carencées en fer. Mais ne mangez pas des épinards pour avoir du fer, non. Et est-ce qu'il y a des végétaux qui sont riches en fer? Oui, il y a beaucoup de végétaux riches en fer, mais ces végétaux, c'est pour la vache. La vache, elle, a un intestin qui absorbe. On dit, il ne se fixe pas. Ce n'est pas une bonne expression. Il faut penser absorption, c'est-à-dire passage de la lumière de l'intestin au sang qui est de l'autre côté de l'intestin. Ça, c'est l'absorption. Eh bien, les végétaux, le fer des végétaux ne passe pas la barrière intestinale. Très peu. Quand je dis pas, c'est très peu. Donc, il faut du fer, de la viande ou des abats. Alors, il faut savoir que la carence en fer, c'est la carence nutritionnelle la plus répandue dans le monde. Donc, c'est très fréquent. Oui. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est carencé en fer, professeur Imbert? Oui, alors on est carencé en fer en faisant des dosages. Alors, on dose quoi? Alors, juste avant, je vais vous dire un petit signe clinique. Il y a un signe qui est fabuleux. Vous regardez le blanc des yeux d'une femme. Si le blanc est bleuté, elle a une carence en fer. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la sclère qui entoure l'œil est plus fin. Cela vous ramène au fait que le fer joue dans le collagène. Sans fer, vous avez un collagène qui est mou, qui est gélatineux. Avec du fer, vous avez un collagène qui est dur. Donc vous voyez au blanc des yeux bleus, et c'est le cas de 25% des étudiantes dans un amphithéâtre, dites, mademoiselle, vous manquez de fer. Madame, vous manquez de fer. Et donc le blanc des yeux bleus. Et ensuite, vous allez faire des dosages. 2 dosages essentiels. Le CST, coefficient de saturation de la transférine, qui va être en dessous de 20 ou 25%. Là, vous manquez de fer. Et puis le deuxième phénomène, c'est la ferritine, protéine porteuse, dont le taux va être inférieur, non pas à ce que les laboratoires mettent comme valeur normale, 15, pas du tout, 60. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces valeurs-là sont encore contestables dans le sens où il y a des pathologies inflammatoires qui vont les faire monter artificiellement. Donc vous pouvez être carencé en fer alors que votre ferritine est haute. Donc le médecin, il a d'autres moyens plus pointus à sa disposition pour le rechercher. Comme quoi? On peut avoir des analyses normales et être carencé en fer, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Exactement. Donc comment vous faites? Vous posez la question sur les règles. Donc si elles durent 2 fois plus longtemps, la personne est sur-carencée. On est sûr. Pourquoi? Parce que la nourriture d'aujourd'hui n'apporte pour la femme que le fer dont elle a besoin avec 5 jours de règles. Donc c'est là 6, 7, 8 jours de règles, elle sera carencée.
Et d'autre part, si elle n'a pas de diarrhée, ou si elle a la diarrhée, on peut penser qu'elle a une malabsorption, une maladie de l'intestin qui empêche l'absorption du fer. Donc vous allez dire, cette femme est probablement carencée en fer. Et puis si elle a des symptômes de la carence en fer, alors lesquels? Comment savoir qu'on est carencé? Les cheveux vont tomber, donc pas forcément d'alopécie. Quand on regarde les cheveux, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de rareté des cheveux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui, en allant un peu trop vite, vont regarder les cheveux et dire, non, vous n'avez rien. Mais non, la femme perd beaucoup de ses cheveux. Elle en perd plus qu'elle ne devrait en perdre tous les jours. Exactement. Comme on en perd tous les jours. Et à force d'en perdre de plus, vous allez arriver à l'alopécie, petit à petit. Vous voyez, moi, jusqu'à l'âge de 20-30 ans, mes cheveux tombaient, mais je n'avais pas d'alopécie. Aujourd'hui, à mon âge, j'ai de l'alopécie, ça se voit. Les cheveux peut-être tombent même moins, peut-être qu'avant, mais voilà. Donc, ce stade-là, il faut traiter les femmes au moment de la chute de cheveux. Pas à l'alopécie, c'est trop tard. Quand vous dites traiter, ça veut dire qu'il faut les supplémenter en fer? Il faut trouver la cause. Si elle ne mange pas de viande ou pas d'abat, ben oui, il faut à ce moment-là apporter du fer en comprimé. Ou trouver ça, il y a des formules de fer, on ne sait pas trop ce que ça vaut, spiruline, on entend beaucoup parler de ça. En tout cas, elle veut tester spiruline, on fait un dosage avant, un dosage après, et on voit si ça va bien. Sinon, on donne des médicaments de fer. Et ça, c'est très important. Le fer, on peut le prendre en médicament, mais attention. Quand? À quel moment de la journée? Bravo Philippe, je sais que vous avez étudié la question. C'est le soir, 2 heures après le repas, surtout pas avec les repas, et il faut, vous savez quelle vitamine il faut prendre avec? De la vitamine C. Exactement. Mais je sais... Alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein, sur l'association vitamine C et fer. Pourquoi? Alors justement, déjà... il faut le prendre à jeun, le fer. Exactement. Alors que dans le Vidal, c'est écrit prenez ça au moment du repas. Bon, donc c'est un problème. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous associez le fer avec de la vitamine C? Quel est l'intérêt Parce que les études ont montré que le fer était un nutriment qui s'absorbe très difficilement. Moins de 10% du fer que vous avalez va être absorbé. Et si on veut vraiment qu'il soit absorbé, il ne faut pas qu'il soit avec autre chose. Il ne faut pas qu'il soit avec du café, avec du thé, avec de l'œuf, avec du blé. Parce que le fer se chélate sur ces aliments et ça va passer dans les toilettes directement. Donc déjà, c'est pourquoi il faut être à jeun. D'autre part, on sait que la vitamine C va aider à l'absorption du fer, à son passage à travers la membrane intestinale. Donc ça fait quand même 30 ou 40 ans qu'on sait ça. Effectivement, il y a des petites discussions, mais elles ne tiennent pas la route. Alors il y a ceux qui disent oui, mais bon, est-ce que c'est pertinent de prendre de la vitamine C avant d'aller se coucher? Ça va vous exciter, ça va vous empêcher de dormir. Exactement, ça c'est une grande erreur. Les vitamines n'excitent rien. Les vitamines, regardez les chiens, ils ont de la vitamine C matin, midi et soir, puisqu'ils la produisent eux-mêmes. Donc pour eux, ce n'est pas de la vitamine, c'est de l'acide ascorbique. Les vitamines ne sont pas des trucs qui excitent. Ça fait travailler le système nerveux, ça fait travailler le muscle, ça fait travailler le cœur, ça fait travailler tout ça. Mais ça n'excite rien. Sauf que quand vous êtes dans le coma, parce que vous êtes déshydraté, vous donnez une goutte d'eau, vous ouvrez les yeux, vous allez dire que l'eau excite. Bien voilà ce qui s'est passé pour la vitamine C. Les grands voyageurs, avec Christophe Colomb, qui traversaient les océans, ils avaient passé plus de 6 semaines dans la mer, donc ils avaient une carence en vitamine C, puisque notre stock, c'est 3 semaines. Hein. Donc au-delà de 3 semaines, on a un scorbut. Si vous ne mangez pas de vitamine C, vous ne pouvez pas donc la stocker. Vous avez un scorbut. Donc ces gens qui étaient dans le coma, on leur donnait un quartier d'orange, ils ouvraient les yeux, et ça n'excite pas. Il y a même eu des études qui ont été faites à Strasbourg, chez des étudiants en médecine, à qui on avait donné 4 grammes, rendez-vous compte, 4 à 5 grammes de vitamine C, et bien ils dormaient comme des enfants. Donc contrairement à l'idée reçue, le soir, ça vous empêchera pas de dormir. Et moi, je m'amuse à reprendre tous les soirs. Voilà, avec le professeur Philippe Imbert, qui est notre invité aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des causes de perte de cheveux chez la femme. Vous nous parliez tout à l'heure d'une carence en fer, mais il n'y a pas que la carence en fer qui peuvent expliquer ces chutes de cheveux. Alors, il y a un deuxième grand phénomène, ce sont les troubles hormonaux. Les androgènes, hormones masculines, que l'on voit produits chez l'homme, bien entendu, mais aussi chez la femme. La femme produit des androgènes. Si elle en produit en excès, elle va avoir les manifestations d'hyperandrogénie, c'est-à-dire d'hirsutisme, hyperpilosité. On verra quel est le type d'hyperpilosité. Et bien sûr, chute de cheveux, puis alopécie. Deuxième grande cause. Comment est-ce qu'on dose l'appareil Comment est-ce qu'on sait où on en est par rapport à ces hormones? Oui.
Alors, quand une femme vient pour une alopécie, c'est-à-dire qu'elle est dégarnie devant, elle est dégarnie au niveau du vertex, un peu comme un homme, une alopécie androgénétique, vous allez l'interroger sur ses règles. Et si elle a un trépied, règles douloureuses, syndrome prémenstruel, règles abondantes, eh bien, elle a ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir de kystes. C'est un SOPK. SOPK. Alors, il y a des gens qui cherchent les kystes. Non, les kystes, on ne les voit pas toujours. Ils sont des fois à l'intérieur des ovaires, on ne les voit pas. Bon, mais ça s'appelle le SOPK. Deux signes tels que ceux que j'ai rapportés suffisent pour dire SOPK. Vous avez d'autres causes. Vous avez la glande surrénale, fabrique des androgènes également. S'il y a une maladie congénitale de la glande surrénale, c'est-à-dire une enzyme sur la voie du cortisol qui est déficiente, vous allez avoir une hyperandrogénie. Et la troisième grande cause, ce sont les tumeurs. Oui, on peut avoir une tumeur de l'ovaire, une tumeur de la surrénale, et là, c'est en continu que vous avez des hormones mâles, et là, c'est des hyperpilosités très graves, et des chutes de cheveux très graves. Donc là, on le voit tout de suite. Et d'ailleurs, permettez-moi de raconter une petite anecdote. Un soir, j'étais en remplacement dans un cabinet médical, il n'y avait pas beaucoup de lumière, c'était le soir en hiver en Franche-Comté. La salle de tente n'avait pas beaucoup de luminosité, et le dernier patient, à 19h30, allait rentrer. Et je vois un homme tout au fond de la pièce, et je le fais venir. Je dis, monsieur, c'est à vous. Et au moment où la personne passe devant moi, je vois que c'était une femme qui avait une pilosité du visage, comme un homme qui n'est pas bien rasé, vous voyez. Et là, j'étais extrêmement gêné, et effectivement, cette personne venait, elle avait 30 ans pour ce problème. Rendez-vous compte, on aurait pu la traiter depuis l'âge de 15 ans. Non, personne n'avait traité cette pauvre femme qui aujourd'hui va bien. On a identifié la cause, on l'a traitée et tout est rentré dans l'ordre. Mais est-ce que l'hyperpilosité, c'est un motif de consultation ? Ah oui. Ou est-ce que les gens viennent consulter pour autre chose finalement et vous découvrez justement cette hyperpilosité ? Oui, vous avez raison, c'est souvent ce que je dis. Et quelqu'un vient pour une acné, par exemple. Si vous ne regardez que le visage, vous n'allez pas voir qu'elle a une pilosité. Auparavant, on venait pour une acné et dans mon questionnaire, je disais à la personne, est-ce que vous avez un excès de poils quelque part ? Et la personne me disait toujours non. Non. Comme par pudeur, si vous voulez, on ne va pas dire. Et au moment où je demandais à la personne de se déshabiller pour l'examiner, je voyais des poils. À quel endroit ? Entre la poitrine, autour des mamelons, sur la ligne blanche, en dessous de l'ombilic, allant jusqu'au pubis. C'est ça, c'est la pilosité masculine, typiquement. Sur la face interne des cuisses, les poils qui débordent de la culotte. Et je disais, mais tout ça, ah oui, mais docteur, je n'osais pas vous en parler. Donc ça, c'est un deuxième signe avec l'acné, qui a un trouble hormonal. Il faut traiter, bien sûr, cette femme, parce que sinon, plus tard, elle aura plus de cheveux, ou beaucoup moins de cheveux. Alors là, est-ce que le trouble hormonal, c'est l'affaire du dermatologue ou pas ? Oui, normalement, le dermatologue, c'est un médecin qui s'occupe de la peau et de ses causes et de ses conséquences. Donc le dermatologue, c'est le médecin le plus pointu, normalement. D'ailleurs, au concours de l'internat, ce sont les meilleurs étudiants qui ont passé le concours qui choisissent la dermatologie. Donc c'est des gens brillants. Donc le dermatologue, il a tout dans sa tête. Il a les cours d'endocrinologie, il a les cours de gynécologie, il devrait le faire. Est-ce que les choses se perdent dès le moment où vous commencez à vous installer et que du coup vous êtes tellement envahi par des propositions de petits traitements complémentaires, de compléments alimentaires, de lotions qui servent à rien, que du coup vous en avez oublié votre dermatologie fondamentale, c'est-à-dire l'hormonologie pour les maladies de peau. Logiquement, oui, et personnellement, je me suis toujours occupé des causes hormonales et je peux prescrire un bilan hormonal, sulfate de D-hydroépiandrostérone, delta 4 androstendione, testostérone, etc. Vous savez doser les hormones masculines. Mais est-ce que finalement, justement, cette hyperpilosité, c'est trop de testostérone ? C'est trop d'une hormone mâle parmi les trois que j'ai citées. Ah oui, c'est pas forcément de la testostérone. Non. Si c'est la surrénale, vous aurez le SDHEA qui va être augmenté. Si c'est les ovaires, vous aurez tantôt la testostérone, tantôt la delta 4 qui sera augmentée. Donc c'est pas seulement la testostérone. Je voudrais qu'on termine sur les pertes de cheveux avant qu'on passe à un autre sujet. Dans quelle famille est-ce que vous associez la pelade ? Alors, la pelade, est-ce que ça fait partie des alopécies ou pas du tout ? Vous avez raison. La pelade, c'est vrai que la chute de cheveux, il n'y a pas que celle dont on vient de parler. Il y a aussi la pelade. Alors la pelade, c'est un terme qui n'est pas beau. Non, c'est vieux, ça nous ramène à des... On l'utilise plus beaucoup d'ailleurs, la pelade, et on n'en entend quasiment plus parler. Il y en a beaucoup, de plus en plus. La pelade, c'est... Alors, à ne pas confondre avec les teignes.
Voilà, parce que les teignes, c'est une maladie infectieuse due à des champignons qu'on a en général entre les orteils. Vous savez, ces fameux dermatophytes qui donnent des petites plaies entre les orteils ou qui abîment vos ongles des pieds. Ce champignon-là qu'on appelle dermatophyte, Trichophyton rubrum, s'il va sur vos cheveux, il va détruire votre cuir chevelu avec des petits abcès purulents. Et c'est la teigne. Et ça, c'est la teigne. Donc ça, c'est très, très dangereux. Et quand vous voyez, moi je me souviens, un jour je me promenais au Maroc en voiture, je vois un petit garçon de 6 ans le long de la route, ou de 7-8 ans qui se promenait. Je vois une teigne. Je dis, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut le traiter, ce garçon, parce que il va être chauve toute sa vie, ça va détruire tous ses cheveux. Donc j'ai vu ses parents, je suis allé voir ses parents, on est allé à la pharmacie, et on a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit traité. C'est un traitement qui est assez long, plusieurs mois. Et après, il était guéri. Mais sinon, ça laisse des alopécies, souvent cicatricielles. Avant, on disait teigneux. Oui, teigneux. Ouais, on disait c'est un teigneux, vous vous souvenez, hein. Ouais. Alors peut-être est-ce que ça donnait mauvais caractère, parce que quand vous êtes comme ça, effectivement, il y a de quoi être un petit peu... Alors, les animaux ont ce genre de champignons et vous pouvez vous contaminer très facilement. Ouais. Alors pour la pelade, donc, est-ce qu'on connaît les causes de la pelade? Oui. Ouais. La vraie pelade, donc, c'est une maladie auto-immune, a priori. Donc ce sont des plaques de zones glabres sur le cuir chevelu. Donc il n'y a plus de poils, il n'y a plus de cheveux, c'est tout lisse. Et ça va commencer par des petits trous sur le cuir chevelu. Dans le livre Les parasites dont nous avions parlé la dernière fois, j'explique qu'une petite fille avait une pelade comme cela. La maman disait, viens mon petit chéri, je t'embrasse sur mon petit trou d'amour. C'était rigolo, elle avait cette zone peladique au niveau du haut du crâne. Et comme la maman était plus grande que la petite, elle lui faisait des petits bisous là-dessus. Eh bien, cette pelade était de cause parasitaire. C'est parce que la petite avait un ténia qu'elle avait la pelade. On a traité le ténia, elle a guéri. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les causes parasitaires, bien sûr, mais il y a des causes alimentaires. Souvent, c'est l'intolérance au gluten, l'intolérance au lait de vache, qui va être à l'origine d'une pelade. Il y a énormément de causes. Donc, pour le médecin dermatologue, c'est un boulot. Qu'est-ce qui vous oriente, vous, par exemple, L'interrogatoire. Donc, le médecin qui se trouve devant une personne qui a une pelade, s'il part dans tous les sens, il n'y arrivera pas. Il faut une méthode. Et la méthode va relever des éléments qui constitueront un puzzle une fois qu'ils seront réunis. C'est comme ça que je conçois la bonne médecine. Donc je commence par un bout ou par l'autre. Donc je commence par les cheveux. Depuis quand, etc. Puis ensuite, on va aller plus bas. Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les yeux? Est-ce que dans la bouche, vous avez des aftes? Quand vous étiez petit, est-ce que vous avez eu des angines? Des otites? Est-ce que vous opérez des amygdales? Si on dit oui, ça c'est déjà une piste qu'il y a une intolérance aux protéines de lait de vache. Donc je le note. Etc. Puis petit à petit, on va arriver, vous avez mal au ventre, vous avez le rhume des foins. Oui, le rhume des foins, donc intolérance au gluten. Parce que dans 90% des personnes qui ont le rhume des foins ont une intolérance. Non pas la maladie cœliaque, mais la maladie non cœliaque. Avant, on en rigolait, on disait, oui, le gluten, c'est la mode, etc. Mais depuis que le docteur Lepvol, en 2015, a identifié cette nouvelle maladie, eh bien, on va pouvoir trouver chez cet enfant l'intolérance au gluten. Donc, lait de vache, gluten. Mais ça va induire quoi? Des carences par malabsorption, carence en fer, en vitamine B12, B9, qui va aggraver la pelade. Donc, vous voyez, le problème, il est compliqué, mais on doit y arriver. Et on s'aperçoit en plus que ces pelades sont parfois associées à des vrais MICI, maladies inflammatoires chroniques d'intestin. Voilà, on en revient à l'intestin, puisque comme souvent. Comme souvent. Comme souvent, ça part de l'intestin. Donc, imaginez un enfant ou un adulte avec une pelade, c'est la catastrophe pour eux. Si le médecin ne se donne pas le temps, les moyens, et qu'il ne passe pas une bonne demi-heure avec son patient, ben ce pauvre patient, il va dépenser de l'argent pour rien, on va lui faire acheter des produits qui ne servent à rien. Des leçons qui servent à rien. Et là vous parliez des répercussions de la pelade sur le... psychiquement, chez les gens, mais une femme qui perd ses cheveux, par exemple, c'est la même chose. Ah oui, une femme qui perd ses cheveux... Le vécu psychique de la femme est terrible. Est toujours dépressive. C'est pourquoi je me pose même la question, est-ce que la dépression ne serait pas une cause de chute de cheveux? Est-ce que c'est la chute de cheveux qui a induit la dépression, ou est-ce que c'est la dépression qui peut induire une chute de cheveux? En tout cas, toutes les femmes qui perdent leurs cheveux ont un syndrome dépressif. Alors comment on le teste? Chacun peut aller faire ça sur Internet. Il y a des questionnaires. Questionnaire de Hamilton, questionnaire de Beck. Chacun tape, se met tranquillement le dimanche soir devant son ordinateur et répond aux questions. Et là, il y a un score. Vous êtes déprimé. Si vous avez une dépression, traitez-vous.
différents moyens de se traiter, médicaments, psychothérapie, etc. Mais il faut se traiter. Pourquoi ? Parce que la dépression est à l'origine de cancer, est à l'origine de l'aggravation de la chute de cheveux, est à l'origine d'un malaise personnel, familial, professionnel, etc. Il faut se traiter. Donc il faut établir le diagnostic. Si votre médecin ne l'a pas fait, ce questionnaire, faites-le vous-même, comme je l'ai dit, sur Internet. Voilà, avec le professeur Philippe Imbert, nous allons parler de l'acné sévère de la femme adulte. Il n'y a pas d'âge pour avoir de l'acné. Non, il n'y a pas d'âge. On peut même avoir de l'acné en étant enfant, mais il y a toujours des causes à ce moment-là particulières. L'acné, c'est pareil, c'est comme pour toutes les maladies de peau, il faut s'intéresser aux causes, parce que parfois on a des causes graves derrière. Et ça peut toucher toutes les parties du corps. Oui. En général, enfin, toutes les parties, pas mal de parties. Oui, c'est le visage, ça peut être même le cuir chevelu, et c'est souvent le torse, le dos, la partie supérieure du dos, la partie inférieure. Effectivement. Alors, on ne résout pas forcément les problèmes d'acné en résolvant les problèmes de peau. Pourquoi ? Oui, parce que l'acné est produite par des facteurs internes. La plupart du temps, ce sont des facteurs hormonaux. Puis ensuite, des facteurs intestinaux, digestifs, l'intestin lui-même, et nutritionnels, ce qu'on met dans l'intestin. Donc, l'acné, si vous ne faites que donner des pommades anti-acnéiques ou les fameux antibiotiques anti-acnéiques, vous allez améliorer temporairement. C'est comme si vous passiez la serpillière. Vous avez le fameux Roaccutane, par exemple. Alors le Roaccutane ou l'isotrétinoïne sont des molécules très intéressantes dans les acnés graves, quelle que soit leur cause, parce que parfois, même en traitant la cause, on ne résout pas le problème de l'acné. Donc c'est tellement grave, ça laisse des cicatrices, etc., un impact sur l'image de soi qu'on doit parfois utiliser isotrétinoïne. Mais il y a aussi d'autres médicaments. C'est quoi ? C'est le nom de la molécule ? Oui, isotrétinoïne, c'est le nom de la molécule. Roaccutane, c'est une marque. D'ailleurs, je ne sais plus si cette marque existe encore. Mais il y a d'autres. Il y a contre-acné, cure-acné, etc. Alors, justement, sur l'acné, comment on fait la différence entre une acné sévère et légère ? Alors, c'est sur la forme elle-même. Vous voyez une personne qui a quelques petits boutons sur le nombre des boutons. Donc l'acné, vous savez, c'est les lésions rétentionnelles, les comédons et les microquistes. Vous avez ensuite les lésions inflammatoires, donc les papules. Et puis vous avez les lésions pustuleuses, donc le pus. Et puis après, il y a les nodules, les gros nodules d'acné qui font mal, etc. Donc si vous avez beaucoup de nodules qui sont douloureux, c'est une acné grave a priori. Ensuite, c'est une acné qui va toucher non seulement le visage, mais également le torse, le dos. Et quand vous avez une acné qui touche le dos, méfiez-vous, il y a probablement une maladie inflammatoire de l'intestin. Une maladie de Crohn, par exemple. Vous voyez ? Donc l'acné révèle aussi beaucoup de choses. Comment vous la prenez en charge, vous, alors, finalement ? Donc l'acné, comme toutes les maladies, on va déjà voir si la personne ne prend pas de médicaments qui donnent de l'acné. Il y a des médicaments qui donnent de l'acné. Il y a des femmes aussi qui font du sport et qui vont prendre des androgènes sans le savoir. Donc si vous prenez des androgènes, vous allez faire de l'acné. Ensuite, il y a 3 grands facteurs pour l'acné. Donc le facteur hormonal, on va faire un interrogatoire sur des signes qui nous orienteront vers des troubles hormonaux. On a vu les règles, etc. Puis ensuite, l'examen clinique, on va voir s'il y a de la pilosité, etc. Donc dans ces cas-là, vous êtes sûr qu'il y a un trouble hormonal et il faudra bloquer ce trouble hormonal. Ensuite, les problèmes intestinaux, digestifs. Donc vous posez la question, avez-vous de la diarrhée, de la constipation, avez-vous mal au ventre, etc. Et puis, il y a des aliments qui vont favoriser l'acné. C'est en particulier le lait. Tous les produits laitages, les produits laitiers vont donner de l'acné. Et ça, on le sait. Pendant longtemps, les gens l'ont dit. Les malades l'ont dit. Docteur, quand je prends du lait ou du chocolat, je fais de l'acné. Quand je prends même de la charcuterie, je fais de l'acné. Puis les dermatologues disent, mais non, c'est pas prouvé, donc c'est non. Moi, quand j'étais enfant, je savais que si je prenais un carré de chocolat au lait, j'allais faire de l'acné. Aujourd'hui, c'est démontré. Si vous prenez du lait, vous aurez tendance à faire de l'acné. Si vous arrêtez le lait, vous allez améliorer votre acné. Donc voilà, et puis il y a certaines acnées qui révèlent des tumeurs hormonales, mais c'est des acnés plus sévères. Et puis le troisième part, on a vu hormonal, on a vu intestinal et nutritionnel. Intestinal, maladie de Crohn, par exemple, nutritionnel, le lait et d'autres choses. Et puis il y a le troisième facteur, c'est la dépression. Donc les causes neuropsychiques. La dépression est une cause d'acné. Vous dites psychique, pas psychologique. Ah, je dis psychique, j'aime pas le terme psychologique. Pourquoi ? Jamais. Parce que psychologique, ça fait léger. Et puis, vous savez, les gens, ils ne veulent pas parler de ça. Le seul organe qu'on ne traite pas, c'est le cerveau, quand même. Avec l'âge, avec le vieillissement, on traite son intestin, on traite ses articulations, on traite tout. Cerveau, jamais, n'y touchons pas. Donc, le cerveau, il a le droit de vieillir, mais on n'y touchera pas. Puis, on va dire, je vais voir quelqu'un. On ne dit pas, je vais voir un psychiatre. Oh, je suis allé voir quelqu'un. C'est quand même bizarre.
Donc, et puis j'ai un trouble psychologique. Non, c'est psychique, c'est neuropsychique, c'est votre cerveau qui va pas. Il y a des neurones qui se connectent pas, etc. Eh bien, quand vous dites ça, puis que vous expliquez que la dépression, c'est un problème de connexion de neurones, et que vos neurones, ils pendouillent dans l'air, comme ça, et qu'il faut les reconnecter. Il y a un deuxième exemple qui est pas mal, je prends l'exemple d'un mur, avec des briques. La vie fait que ce mur, il est secoué, les briques vont tomber, il y a des trous dans ce mur. Et si on n'arrête pas, petit à petit, il va s'effondrer, ce mur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va prendre des anxiolytiques et un petit peu de psychothérapie, ça veut dire mettre un petit peu de plâtre dessus. On ne répare rien. Et si on fait une bonne thérapie de la dépression, on remet les briques, on remet les plots là où il faut, et le mur, quand c'est terminé au bout de 6 mois, il n'y a pas d'accoutumance puisqu'on a réparé le mur. Souvent, les gens disent il va y avoir de l'accoutumance et ça va durer des années. Non, il faut 6 mois pour remettre le mur. Et ce mur, d'après les travaux du professeur Aubry de Genève, ce mur va être solide pendant 10 ans. Donc vous faites 6 mois d'un traitement pour la dépression et vous allez tenir le coup pendant 10 ans. Je parle bien sûr des dépressions réactionnelles, etc. Je ne parle pas des dépressions psychiatriques prises en charge par le psychiatre. On guérit de l'acné? On guérit de l'acné, et il le faut, parce que c'est tellement grave qu'on ne peut pas ne pas le guérir. Pourquoi c'est tellement grave? Pour l'image de soi. Ah oui, c'est ça. Ah oui, pour l'image de soi. On va parler, je vais te proposer de parler de la maladie de Verneuil. Alors là aussi, c'était pareil, hein, ça fait partie de la même famille de maladies. Verneuil, ça porte le nom de son découvreur d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que c'est que la maladie de Verneuil? Alors, parce que j'ai vu que c'était très courant. Il y avait au moins 1% de personnes qui en souffriraient. Alors, ça me paraît beaucoup, moi. Ah oui, donc c'est à peine moins que le psoriasis qui représente 3%. Donc rendez-vous compte, c'est quand même important. Et ce sont les femmes le plus souvent. Et donc c'est une maladie qui est grave puisqu'elle touche... elle fait partie de ce qu'on appelle les acnés conglobata. C'est-à-dire, dans l'acné, vous pouvez avoir de l'acné du visage, vous pouvez avoir des acnés du dos, des acnés sous les aisselles, et puis cette forme d'acné au niveau du périnée qu'on appelle maladie de Verneuil, qui est en fait une hydrosadénite. H-I-D-R-O-S, c'est pas hydro-H-Y, c'est H-I. Pourquoi? Ce sont les glandes particulières de cet endroit-là, les glandes du périnée, les glandes des aisselles, les glandes autour des mamelons, sont des glandes sudoripares et sébacées qui sont ensemble. Ce sont des glandes apocrines. Il y a le sébum et la sueur en même temps. Eh bien, ces glandes dysfonctionnent, notamment au niveau du périnée, c'est-à-dire entre les jambes, au niveau de la région anale, au niveau de la région vulvaire chez la femme ou testiculaire chez l'homme. Et ces glandes vont pas s'infecter, mais s'enflammer et donner du pus, des gros nodules douloureux avec des cicatrices. Et ça, c'est catastrophique. Une jeune femme qui a ça, même pour son image de soi, pour ses relations intimes, c'est extrêmement douloureux. Et donc, il faut traiter. Et qu'est-ce qu'on découvre derrière? Une maladie inflammatoire de l'intestin. Une maladie inflammatoire de l'intestin qu'il va falloir traiter. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que le même médicament biothérapique qui traite la maladie de Crohn traite la maladie de Verneuil. Vous voyez? Et puis, il y a également le rôle des hormones mâles. Et c'est pourquoi il y a des médicaments aujourd'hui non hormonaux qui bloquent l'action des hormones mâles sur la peau. Donc ça... Parce qu'on peut retrouver également une hyperpilosité dans ce type de maladie. Oui, et puis en tout cas, il y a les signes qui accompagnent d'hyperandrogénie, mais il y a aussi les hormones mâles qui donnent directement la maladie de Verneuil. Donc il faut bloquer ces hormones mâles. C'est pour ça qu'on voit plus ça chez la femme, où les hormones mâles ont un effet plus marqué, plus visible. Et puis il y a la souffrance morale également, bien entendu. Donc la maladie de Verneuil, moi je dis aux patients, n'attendez pas. Alors avant que le diagnostic soit fait, il se passe des années. Ces gens, on leur donne des crèmes antibiotiques, des choses comme ça. Non, il y a une vraie prise en charge de la maladie de Verneuil. C'est une maladie qui est chronique ou on la soigne? Elle est chronique, mais on doit pouvoir la soigner. Et personnellement, j'ai tendance à penser qu'on va arrêter. Qu'on va arrêter la maladie. On peut arrêter l'évolution, c'est ça? Exactement. Mais on a tellement d'impact. Par exemple, le pancréas joue un rôle négatif. Il fabrique trop d'insuline et ça va donner une accélération de la maladie de Verneuil. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Mais qui s'occupe de ça? Peu de gens. Donc si vous ne vous occupez pas de l'insulinorésistance... Les diabétologues, j'ai envie de vous dire. Ben même pas. Même pas. Les diabétologues, ils s'occupent quand c'est passé au stade de diabète. C'est-à-dire l'insulinorésistant a 7 fois plus de faire un diabète. Et à l'époque, on disait, on va attendre. On fait rien. Or, on s'est aperçu que le médicament du diabète, il fallait le donner avant, donc 7 ans avant, ou 10 ans avant,
pour empêcher le diabète et pour traiter les troubles. Oui, d'ailleurs, c'est le même mécanisme qu'on retrouve dans le SOPK. Exactement. Oui, tout à fait. C'est récent comme découverte, d'ailleurs. Oui, ça fait les 10 dernières années. Oui, c'est ça, c'est des découvertes récentes. Je trouve que vous êtes extrêmement pointu là-dessus. Hein. C'est des sujets qui me passionnent. Ah oui, intéressant. C'est passionnant. Donc, message d'espoir pour celles qui souffrent de maladies de Verneuil, à qui on propose souvent des traitements d'épilation au laser. Oui, parce qu'on essaie d'agir localement, mais non, ces maladies-là de la peau, faut pas penser que c'est local, qu'on va traiter localement. La peau, c'est un organe comme le foie, comme le cœur. C'est à l'intérieur qu'on traite. C'est à l'intérieur qu'on traite. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ce que vous nous avez dit ce matin. Finalement, les origines sont quasiment les mêmes. Ah oui, c'est vrai. Et en médecine, en dermatologie, c'est pas si compliqué que ça pour le médecin. Il doit comprendre un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, si vous le permettez, Philippe, j'aimerais bien faire un appel. Je voudrais, parce que j'avance en âge, et plusieurs personnes me le disent, mais Humbert, vous savez des choses, quand est-ce que vous allez passer le flambeau? Et moi, je lance un appel aux médecins qui veulent venir se former, qui veulent apprendre ces choses-là, c'est pas très compliqué, eh bien, qu'ils me contactent. Parce que maintenant, il est temps que je puisse former des jeunes et de moins jeunes médecins. Oui, et puis, alors je vous le disais, quand vous êtes arrivé, vous faites des émissions, les gens veulent vous consulter, ils ne peuvent pas. Donc il y a d'énormes frustrations. Et aujourd'hui, pour avoir des médecins avec vos compétences et peut-être votre façon de faire, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut qu'on se démultiplie. Il faut que il y en a beaucoup des Philippe Humbert partout en France, bien entendu, mais il faudrait qu'il y en ait encore plus. Et donc, il faut se démultiplier. Oui, on me fait le reproche parfois de ne pas prendre les gens. Alors, il y a deux choses. C'est vrai que tout est booké. J'ai 3 ans de délai de rendez-vous, ce qui est incroyable. 2027, les prochains rendez-vous. Néanmoins, je travaille même le dimanche. Demain matin, j'ai 4 ou 5 personnes qui vont venir. Mais également, je fais beaucoup de formations grâce à des émissions comme la vôtre, et je vous en remercie. Hier soir, j'allais au théâtre, et une personne derrière moi, une jeune femme de 25 ans, me tape sur l'épaule. Vous n'êtes pas le professeur Humbert? Je dis si. Et là, elle me regarde, elle se met à pleurer. Je dis, pourquoi vous pleurez? Parce que grâce à vous, j'ai trouvé la cause de ma maladie que j'avais depuis 3 ans. J'ai lu votre livre, Avez-vous un bon médecin? J'ai lu le livre Les Parasites, et puis je vous ai écouté sur YouTube. Et avec ça, j'ai trouvé la cause. Vous m'avez guéri, sans l'avoir. Donc c'est fantastique. Donc aussi... Le message passe. Le message passe, et merci grâce à vous. Mais ça serait bien mieux si ce malade pouvait aller voir son médecin, qui va prendre en charge sa pelade, sa maladie de Verneuil, comme moi je le prends en charge. À une époque, on n'arrivait pas à avoir de rendez-vous avec des ophtalmos, maintenant c'est les dermatos. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais qu'on manque de dermatos, et pourtant c'est une profession qui travaille. Travaille. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on ne met pas les postes qu'il faut à l'internat. Je sais que mes collègues qui sont maintenant toujours dans le champ universitaire se plaignent de ça. Il n'y a pas assez de postes d'interne en dermato. Alors pour ceux qui veulent vous lire, vous avez publié récemment Les Parasites, ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps. C'est chez Guy Trédaniel. Votre best-seller, Avez-vous un bon médecin? Chez Fayard. Également, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci d'avoir été avec nous, puis j'espère qu'on parlera du psoriasis un jour. Ah oui, volontiers, oui. Oui, volontiers. Puisque vous m'avez retoqué mon psoriasis de rentrée. Vous savez, les gens rentrent de vacances, il a fait beau, ils sont en paix avec leur pso. Oui, on verra en hiver. Oui, on verra en hiver quand il y aura moins de soleil. Exactement. Quand il refera surface. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passé une très belle journée santé sur Beurre FM.